Nous sur Télé 50. D'abord, les nouvelles à l'Assemblée nationale. En débat houleux a caractérisé la plénière de ce jeudi sur le fondement constitutionnel de la proposition de loi portant sur la santé de la reproduction initiée par les honorables Ève Bazaïba et Marie-Ange Lukiana. La plénière a finalement décidé de saisir la Cour suprême de justice en interprétation de la Constitution. La présence de toutes ces femmes démontre combien cette proposition de loi sur la santé de la reproduction est soutenue par l'opinion. Et pourtant, dans la salle de plénière, les députés nationaux ne semblent pas soutenir la proposition de loi suite à une motion préjudicielle de l'honorable Botakile sous le fondement constitutionnel de ces textes. Après débat, le bureau de la Chambre basse du Parlement a donné des orientations. Orientations qui arrangent tout de même les auteurs de cette proposition de loi, fruit de plusieurs années de travail. C'est une conviction de plus pour dire que la problématique de la santé de la reproduction est totalement méconnue en République démocratique du Congo. Parce qu'il ne suffit pas d'être médecin pour comprendre certaines choses. Il ne suffit pas d'être aussi juriste pour comprendre certaines choses. Nous sommes convaincus, nous avons remercié quand même la plénière qui a accepté la proposition du bureau pour que la Cour suprême de justice puisse nous départager en termes de la compréhension du fondement juridique. Nous sommes convaincus que ce n'est qu'une partie remise. Trop de gens, trop de femmes, trop de garçons, trop d'hommes souffrent dans leur chair, dans leur famille, dans leur vie, sont perturbés à cause de la problématique de la santé de la reproduction. La balle est désormais à la Cour suprême de justice qui devra interpréter les articles 47, 121 de la Constitution. Les femmes devront garder leur mal en patience avant de voir cette proposition de loi être déclarée recevable par l'Assemblée nationale. Les 50 prochaines années, l'Afrique que nous voulons, c'est le thème retenu dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la Banque africaine de développement, BAD. Créée depuis 1964, cette institution compte parmi ses pays membres les 54 États africains dans la République démocratique du Congo et 26 pays non régionaux. Elle est aujourd'hui plus que jamais riche en expérience avec une stabilité financière bien assise. À Kinshasa, la célébration de ces cinquantenaires offre l'occasion au groupe de la BAD de faire le point et d'évaluer sa contribution au développement de l'Afrique. Sur place, au lieu choisi, on pouvait noter la présence de plusieurs autorités congolaises, notamment les ministres délégués aux finances, du plan, ainsi que celui de l'agriculture. La banque, c'est une banque, il donne la finance, il appuie le développement. Et moi, je vous dirais que c'est un des grands partenaires au secteur du développement rural à côté des autres. Des questions telles que l'apport de la BAD quant à l'accélération du processus de développement de l'Afrique dans les 50 années à venir ont été soulevées. Nous sommes là en train de visiter un certain nombre de réalisations palpables qui sont l'œuvre de la BAD. Et comme vous le savez, la BAD c'est un partenaire parmi les plus importants de la RDC, en tout cas avec la Banque mondiale. La BAD constitue le partenaire le plus important du pays, avec un portefeuille de plus de 1,2 milliard, 200 millions donc, de dollars, de quoi se réjouir. Tout compte fait, le gouvernement congolais a exprimé toute sa satisfaction dans son partenariat avec la BAD. Cette institution appuie des axes prioritaires tels que les infrastructures, l'intégration régionale, la gouvernance, le développement du secteur privé, l'agriculture, l'éducation, la santé. Elle prend également en compte la question du genre. De nouveaux sont apparus. Et puis une mission de réconfort et d'assistance aux victimes des conflits interethniques a conduit du 10 au 12 juin 2014 le ministre de l'Intérieur à Uvira, Richard Muyej, qui a condamné le massacre de 31 personnes à Moutaroulé dans la plaine de la Ruzizi, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour sanctionner les tueurs. Nous sommes à Moutaroulé, village fantôme. Ici, les maisons sont désertes et rien ne bouge. Les feuilles des arbres semblent figées en ce mois de juin où le vent souffle pourtant sur la plaine de la Ruzizi. Dans cette église pentecôtiste, alors qu'ils étaient en veille de prière, les fidèles chrétiens ont été attaqués à coups de machette et de fusils. Le pasteur a été touché par balle à la jambe gauche. Il était 3 heures du matin, nous avons entendu des crépitements de balles. Dans l'église, les gens fuyaient dans tous les sens.
Le bilan est lourd, 31 morts et 24 blessés. Dans ces centres de santé, les malades n'ont pas échappé à cette descente punitive pour une affaire de vol de vaches, à en croire les témoignages recueillis sur place. L'émissaire du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej Manguesmans, s'est incliné devant les tombes de fortune des victimes avant de condamner ces incidents. C'est très fort. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent avoir un tel niveau de haine. Je ne peux pas comprendre que la violence puisse atteindre un tel niveau. Ce que nous avons vu est grave. Et nous condamnons avec fermeté. Et nous allons tout faire pour que la justice fasse son travail de manière à ce que le coupable soit puni. À l'hôpital général de référence d'Ouvira, le ministre Muyej a remis l'assistance du président de la République pour la prise en charge des blessés. Dans l'entretemps, une commission d'enquête a été mise sur pied pour établir les responsabilités et punir les coupables. Direction l'Égypte à présent, où le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tchibanda, a été reçu au palais présidentiel par le nouveau président élu Abdel Fattah al-Sisi à l'occasion de l'élection présidentielle. Au centre des échanges entre les deux personnalités, les questions bilatérales, régionales et la réaffirmation de la volonté entre les deux pays qui entretiennent des bonnes relations de coopération depuis plusieurs années. Au premier jour de son travail, à peine installé dans son fauteuil présidentiel, Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, a à son initiative reçu le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tchibanda Ntunga Mulongo. C'était le 9 juin 2014 au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya, sur le coup des 15 heures. Preuve éloquente de l'intérêt que le nouveau chef d'État égyptien porte à la République démocratique du Congo et de la haute estime qu'il a pour le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Au centre des échanges entre ces deux personnalités, par-delà les remerciements d'usage pour la présence très remarquée de la RDC aux cérémonies d'investiture, les questions bilatérales et régionales, ainsi que la réaffirmation de la volonté des deux parties, l'Égypte et la République démocratique du Congo, qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération depuis plusieurs années, d'œuvrer sans relâche à l'approfondissement et à la diversification de ces relations dans l'intérêt bien compris de l'une et de l'autre et de leurs populations respectives. Revenons en RDC, l'agriculture demeure jusqu'à preuve du contraire un véritable levier déclencheur du développement en République démocratique du Congo. Et pour y arriver, plusieurs organismes s'évertuent à lutter contre la pauvreté en exploitant des terres arables. C'est le cas de PADA, projet d'appui au développement de l'agroforesterie communautaire en RDC. Cette organisation a déjà fait ses preuves dans certaines provinces du pays et a donc participé au cinquantenaire de la BAD à Kinshasa. À l'occasion de ces festivités du cinquantenaire de la BAD, plusieurs organismes ont érigé des stands. Ici, nous sommes à celui du PADA, projet d'appui au développement de l'agroforesterie communautaire en République démocratique du Congo. Ces quelques expositions qui tapissent son intérieur dénotent du travail réalisé au travers de ces programmes. Le projet s'occupe du reboisement avec finalité d'arriver à encadrer les communautés locales, les villageois, les agriculteurs à s'auto-prendre en charge à travers non seulement le reboisement pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques, également avec des cultures vivrières pour leur permettre de survivre. Ces projets de grande envergure luttent contre la pauvreté mais également contre les changements climatiques et la dégradation des sols. Déjà, 700 ménages en bénéficient. La prochaine étape consiste à consolider les acquis. Une fois que nous serons sortis de cette première phase, qui était une phase de mise en route et de maîtrise des outils techniques, des enjeux et des défis, et d'acquérir une assise et d'être certain que les populations ont adhéré. 10 millions d'euros, c'est le coût du financement de ces projets par les FFBC via la BAD. Son but, permettre aux populations autochtones de se sédentariser par la pratique d'une agriculture à la fois durable et de conservation.
Puisque nous parlons agriculture, focus à présent sur le mois de juin, consacré mois de la moisson ou de la récolte, par la réserve stratégique qui a déjà procédé cette semaine avec la récolte du maïs, arachide et soja. Ces produits seront distribués aux paysans sur toute l'étendue du pays. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du social des Congolais, tel que promis par le chef de l'État. Ici, nous sommes en Sélé, au terrain Benzalé, où le projet de vulgarisation de la culture fluviale évolue. Un projet signé entre la République démocratique du Congo et la Chine et qui se réalise sous la supervision de la réserve stratégique. Après plusieurs mois de culture, c'est maintenant la récolte. Maïs, arachide et soya sont le premier produit. Nous avons également le maïs zambien, voilà. Et puis nous avons encore une catégorie du maïs salongo qui est en fait un maïs congolais. À part les deux Kassai, nous avons la variété salongo. Voilà ce que nous avons produit. Les techniciens congolais ont produit, évidemment, encadré des techniciens chinois, mais c'est eux qui l'ont fait. Et maintenant, nous allons faire des semences améliorées. Hormis le maïs, nous avons également l'arachide. Il y aura à manger pour, disons, une grande partie de la population. Après la récolte, prochaine étape, la distribution de ces produits agricoles aux paysans sur toute l'étendue du territoire national. Parlons éducation dans ce journal. Complexe scolaire La Renaissance, c'est le nom de l'école qui va accueillir plusieurs élèves lors de la rentrée scolaire au mois de septembre prochain à Kananga. Nous sommes au Kassai occidental. Les travaux de construction de cette grande école moderne touchent à leur fin et le vice-gouverneur de cette province, Delaire Kawino, s'est rendu dans cette école pour encourager son promoteur Jean Asaka, un opérateur économique qui apporte sa pierre dans le chantier éducation en RDC. Grâce à l'amour pour plus de détails. On va trouver qu'il y avait carence dans ces domaines-là. Les enfants étudiaient dans les mauvaises conditions, même dans les hangars, même les sols. Alors ça nous a poussé de construire ces bâtiments. Les enfants seront mis dans de bonnes dispositions et nous aurons à fournir aux enfants les enseignements de qualité. C'est un immeuble à un niveau comptant 25 salles de classe, un bloc administratif et un dispensaire. Le complexe scolaire La Renaissance ouvrira ses portes au mois de septembre prochain pour l'année scolaire 2014-2015. Son promoteur, Jean Asaka, qui fait visiter l'école au vice-gouverneur Delaire Kawino, pense que son initiative va contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement au Kassai occidental. Je suis moi-même surpris de voir qu'un Congolais se mette dans la vision du chef de l'État pour contribuer à la modernisation des infrastructures scolaires. D'abord pour favoriser l'accessibilité. Je pense que c'est quelque chose de très important. Le vice-gouverneur du Kassai occidental a promis que le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour soutenir les initiatives privées. Delaire Kawino appelle également d'autres opérateurs économiques à emboîter les pas à Jean Asaka. Ouvrons notre page sportive. Pendant que le monde est sous la fièvre du go de la Coupe du Monde ce 12 juin 2014, l'international congolais et capitaine des Léopards de la RDC, sociétaire de West Bromwich Club de première division anglaise, a décidé de passer ses vacances à Kinshasa. Youssouf Mulumbu est à Kinshasa également pour fêter l'an 1 de sa fondation. Il est accompagné d'un de ses coéquipiers en équipe nationale, Distel Zola, et un invité de marque, l'ancien international français Nicolas Anelka, qui a foulé pour la première fois l'Afrique noire. Petit comité d'accueil et banderole de bienvenue à Youssouf Mulumbu et son invité à l'aéroport international de Njili, parmi ses fans. Un oncle de l'international congolais et capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour accueillir Youssouf Mulumbu. Youssouf est bel et bien arrivé accompagné de l'ex-international français Nicolas Anelka, qui se fait discret. Pas d'interview à la presse, mais il ne peut se priver d'un petit sourire et d'une prise de photo avec les quelques personnes qu'il rencontre pour la première fois. Puis vient le moment de quitter l'aéroport pour l'hôtel. Facile pour Anelka, qui est vite entré à bord de la Jeep. Très attendu, Mulumbu devait d'abord faire un petit geste à ses fans. Direction le Grand Hôtel. Une fois sur place, le Français encore plus discret monte déjà dans l'ascenseur pour rejoindre ses appartements, alors que son hôte se livre à la presse.
C'est toujours bon de rentrer dans son pays et de voir l'accueil. C'est toujours un sentiment de fierté. Après, je suis très content d'avoir eu l'occasion de pouvoir ramener Nicolas Anelka avec moi pour les 1 an de la fondation. Et comme je l'ai dit, on va essayer de le fêter du mieux qu'on peut. Il est là